Alors, bienvenue à tout le monde. Mon nom, c'est Stéphane Réchol. Je suis le directeur de la TCRI. Tout d'abord, vous verrez, j'ai l'air un peu bizarre là. C'est juste, je me suis pété l'épaule la semaine dernière. Donc, j'ai une attelle, donc je ne peux pas bouger le bras gauche. C'est pour ça que Ah, j'ai l'air un peu bizarre. Mais ceci dit, bienvenue. On est très nombreux. On a eu à peu près 150 inscriptions. Je présume que c'est proportionnel au nombre de questions que les gens ont, vu la complexité. Ce qu'on prévoit de faire aujourd'hui, on se donne 1 heure et demie. C'est tout d'abord, on a demandé au MIFI qui coordonne toute la mise en œuvre des mesures et du dispositif avec les partenaires, bien sûr, et les autres ministères, de nous présenter un peu l'état d'information aujourd'hui, parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait attachées, sur l'accueil des personnes, des ressortissants ukrainiens. Aussi, ce que je pense que faire attention, c'est que il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias sur l'opération d'accueil, mais souvent, c'est l'opération du fédéral, alors qu'au Québec, c'est le Québec qui gère l'accueil et l'installation des personnes. Donc, des faits, et l'approche du Québec est un peu différente que celle du Canada. Donc, il faut toujours faire la distinction pour bien comprendre. Nous, on va parler exclusivement de l'accueil au Québec et donc de ce qui est en place et ce qui s'en vient et comment ça va évoluer. Alors, comme d'habitude, je pense on a beaucoup d'expérience là-dedans. On vous demande d'être très discipliné, de fermer vos micros. Après 20 minutes de présentation à peu près, on aura plus d'1 heure pour des questions-réponses. Donc, veuillez mettre vos questions dans le chat et on va les reprendre. Il y aura certainement des questions auxquelles on n'a pas de réponse au moment où on se parle, mais on va bien sûr les garder et revenir et probablement, dans pas très longtemps, refaire une autre rencontre pour une fois que les personnes arriveront. Bon, vous savez que l'AVEQ rentre en vigueur demain, c'est-à-dire on s'attend à ce qu'à partir de demain, les premières personnes arrivent avec l'AVEQ. On n'a aucune idée combien vont arriver au Québec, combien vont venir ailleurs. On sait juste, hier, le fédéral a annoncé qu'ils ont reçu 80 000 demandes de permis temporaires ukrainiens. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Bon, quand est-ce qu'ils vont arriver? On ne le sait pas exactement, mais ça risque quand même de débouler là, à partir de demain. Alors, sur ça, je vais passer la parole à Anne-Marie et à Colombe, qui travaillent au MIFI, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui vont faire cette présentation. Donc, on va faire une présentation et après, questions-réponses. Alors, merci beaucoup. Bienvenue Anne-Marie, bienvenue Colombe. La parole est à vous. oui, bonjour. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager en fait la présentation qu'on a préparée euh, pour aujourd'hui. Juste préciser, là, comme disait M. Réchold, vous savez que la VQ est en vigueur depuis le 17 mars, que ça prend environ 2 semaines de délai de traitement. Donc, on pense que les gens devraient commencer à arriver d'ici demain, 1er avril, mais on ne peut pas confirmer si demain, vraiment, ils vont tous arriver. Ça dépend des délais de traitement d'IRCC. Normalement, ça devrait commencer demain. Alors, je suis désolée, tantôt, ça fonctionnait bien pour partager mon écran, puis là, on dirait que j'ai été... je pense que j'ai besoin de soutien technique, je trouve plus Python. Allez là. Bon, vous noterez que les fonctionnaires du Québec n'utilisent très peu Zoom, sont plus sur Teams, donc il y a des circonstances atténuantes. Merci, M. Rechold. OK. La question habituelle, vous voyez bien mon écran? Oui. Ça va? Oui, très Parfait. bien, Oui. ouais. OK. Alors, l'information qui est importante, et bonjour tout le monde, puis merci aussi d'être, Colombe, d'être avec moi aujourd'hui pour présenter. Donc, Colombe pourra m'aider à répondre aux questions. La première chose à dire, c'est, vous voyez là, le PowerPoint pour l'instant ne pourra pas vous être transmis après la présentation. On a peut-être encore des modifications, mais dès que ça va être final, on pourra vous le transmettre. Donc, pour aujourd'hui, on ne peut pas vous transmettre le PowerPoint.
c'est important de noter, l'information contenue est à jour au 30 mars. Comme vous Ah savez… oui, excuse-moi Anne-Marie, j'ai oublié de mentionner que nous allons enregistrer la session. Comme ça, vous pourrez la consulter par la suite. Ouais. Merci. Donc, comme vous savez, les formations évoluent assez rapidement. Donc, c'est ce qu'on a à jour au 30 mars qui est présenté ici. Ça se pourrait que ça change d'ici la fin de la journée ou plus tard, puis on va essayer de vous tenir le plus informé le plus rapidement possible là, des changements s'il y en avait. Donc, l'information sur l'accueil et les services pour les ressortissants ukrainiens. Tout d'abord, vous mentionnez que nous, à l'aéroport de Montréal, comme disait M. Réchaud, l'IRCC gère les aéroports ailleurs gère l'arrivée ailleurs au Canada. Pour le Québec, le MIFI a décidé d'installer un kiosque à l'aéroport aux arrivées internationales, possiblement un aux arrivées nationales. Ça va être encore à voir selon les flux. Et ça va être le CSAI de Montréal qui a été désigné pour être à l'accueil à l'aéroport. Son rôle va être surtout les gens, une fois sortis de la zone sécurisée, une fois les bagages récupérés, les gens vont arriver au kiosque et le CSAI va remettre une trousse avec des dépliants d'informations sur les services gouvernementaux, traduits en ukrainien. Le CSAI va identifier s'il y a des besoins en hébergement temporaire et le CSAI va faire la référence vers les organismes qui pourraient les soutenir dans les premières démarches d'installation. Puis on note qu'en fonction des volumes d'arrivée, peut-être qu'un autre organisme pourrait s'ajouter. Donc, ça, c'est pour l'accueil. On va revenir plus en détail tout à l'heure. Je vous présente juste les organismes qui ont été désignés. Ensuite, pour les personnes qui vont arriver, les ressortissants ukrainiens qui vont avoir un statut de visiteur, donc ils peuvent être déjà sur place ou qui vont arriver avec ce qu'on appelle la VQ. Pour ces personnes-là qui ne sont pas admissibles au service du PACI, on a demandé au CACI et les Rondelles de Montréal et au CMQ, Centre multiethnique de Québec, de se charger des services de première démarche d'installation. Donc, l'inscription à la RAMQ, le permis de travail, la recherche d'un logement, bilan de santé, demande d'aide financière de dernier recours, l'inscription à l'école, les premières démarches d'installation. Donc, ce serait eux qui vont s'en occuper lorsque les personnes n'ont pas de permis de travail et qu'ils ont un statut de visiteur avec ou sans AVQ. Ce sont des personnes qui ne sont pas admissibles au PACI régulièrement. C'est pour ça qu'on a demandé à ces organismes-là de s'en charger. Il va être possible aussi, selon les volumes d'arrivée, de désigner d'autres organismes qui pourront accueillir ces gens-là, donner les premières démarches d'installation, des services à ces personnes-là. Dans les autres partenaires aussi, on a la Croix-Rouge canadienne avec qui on était en discussion pour voir possiblement le rôle qu'ils pourraient jouer. La TCRI, évidemment, l'UMQ aussi pour voir le rôle qu'ils pourraient peut-être jouer au niveau de l'hébergement temporaire ou permanent dans les villes, et la Fédération québécoise des municipalités. Donc, nous sommes en contact hebdomadaire avec ces partenaires. Maintenant, dans les services et la situation statutaire. Comme on expliquait, les personnes ayant un statut de visiteur, elles vont pouvoir recevoir les services dans les organismes désignés pour l'accueil et les premières démarches d'installation. C'est le CACI, l'Hirondelle et le Centre multiethnique de Québec. Je vais vous revenir avec peut-être d'autres précisions parce que je sais qu'il y en a en région qui en ont reçu. Je vais vous préciser ça un petit peu plus tard. Pour les personnes qui ont un permis de travail ouvert, elles vont pouvoir se diriger vers n'importe quel organisme PACI dans sa région et vont être admissibles au service du volet 1 et 2, comme toute personne travailleur étranger temporaire. Maintenant, là, vous avez un peu plus le contexte. Si on vous présente le processus d'arrivée, plus précisément. Donc, les ressortissants ukrainiens qui vont arriver à l'aéroport de Montréal. Ils arrivent actuellement, ce sont des vols individuels sur des vols commerciaux. Les gens arrivent à un nombre, pour l'instant, ce qu'on avait entendu, c'est à peu près 5 à 10 par jour. Ça va peut-être commencer à augmenter. Donc, ils arrivent à l'aéroport de Montréal. La première chose, c'est quand ils passent au niveau des douanes, on vérifie les plans de quarantaine. Ceux qui ont un plan de quarantaine qui est inadéquat ou qui est jugé non valable vont être pris en charge par l'Agence de santé et vont être amenés à un site fédéral pour l'hébergement. C'est le fédéral qui s'en charge puisque c'est l'application de sa loi. Ceux qui vont être testés positifs et ceux qui vont avoir des symptômes devront aussi aller en quarantaine sur le site d'hébergement de quarantaine du fédéral. Après, ceux qui vont avoir passé cette étape-là, qui vont être adéquatement vaccinés ou avoir un bon plan, de quarantaine dans RIFCAN qui est jugé valable, vont passer chercher un bagage et vont ensuite se ramasser au kiosque à l'aéroport.
Le kiosque, il va avoir des indications pour se rendre au kiosque en ukrainien, en français, puis il va avoir des indications avec le logo du gouvernement du Québec. Et c'est ce kiosque-là qui va être assez visible. Là, les gens vont pouvoir être dirigés vers le kiosque. Donc, le CSAI va être au kiosque. On distribue les documents d'information et du formulaire. Il va y avoir un formulaire de consentement qui va être assigné. Ça va permettre au ministère de transmettre les noms, prénoms et courriels à nos collègues des ministères de la Santé et de l'Emploi pour qu'eux fassent une relance si jamais ces personnes-là n'ont pas bénéficié des services gouvernementaux. Ils vont pouvoir les relancer pour leur dire qu'ils ont droit à la RAMQ, ils ont droit à l'aide de dernier recours aux besoins. Donc, c'est à ce titre-là, les gens vont signer un formulaire de consentement. Le CSAI va aussi faire l'évaluation des besoins de logement temporaire. Donc, si une personne arrive, qu'elle a peut-être de la famille ailleurs que Montréal ou à Montréal, mais qu'elle n'a pas de plan d'hébergement temporaire, qu'elle a besoin d'hébergement temporaire d'urgence, elle pourra le signifier au CSAI. Et là, il y a un hôtel qui va être désigné qui pourra accommoder ces personnes-là temporairement. Sinon, s'ils n'ont pas besoin d'hébergement temporaire d'urgence, ils peuvent continuer, ils prennent la trousse et ils continuent pour aller rejoindre des proches ou aller s'installer où ils avaient prévu. Ensuite, dans les services qui vont être offerts aux personnes, les premiers services d'inscription, c'est l'inscription à la RAMQ. Donc, pendant l'hébergement temporaire, le CSAI pourra faire l'inscription à la RAMQ. Si jamais les personnes ne sont pas en hébergement temporaire et qu'ils vous contactent, c'est l'organisme qui va pouvoir soutenir pour l'inscription à la RAMQ. On va vous montrer plus tard, il y a des instructions particulières pour les inscriptions à la RAMQ et ce sont toutes les personnes ressortissantes ukrainiennes qui sont admissibles à la RAMQ, même si elles sont visiteurs avec ou sans AVQ. Il y a une dérogation qui a été entérinée à cet effet. Donc, tous les ressortissants ukrainiens vont avoir droit à la RAMQ et l'assurance médicaments. Après, l'autre démarche, c'est dans les premières démarches d'installation. L'organisme d'accueil, le CSAI, va les référer à un autre organisme pour les premières démarches d'installation. Ça, c'est pour ceux qui sont en hébergement temporaire. Le CSAI va faire le suivi des besoins quotidiennement et va les référer, si la personne souhaite, par exemple, aller à Trois-Rivières, va les référer à un organisme de Trois-Rivières pour que celle-ci prenne le relais et fasse les premières démarches d'installation avec lui. Même chose s'ils pensent s'installer à Montréal ou aller rejoindre la famille, le CSAI va faire le référencement vers l'organisme où la personne souhaite s'installer. Et c'est cet organisme-là qui va faire les premières démarches, soit la recherche de logement, l'inscription à l'école. Donc, qui va prendre le relais. C'est inscrit ici, l'organisme fera les premières démarches et les liens aussi avec des partenaires municipaux et l'organisme désigné. Si, par exemple, vous recevez quelqu'un, vous pouvez faire, là, c'est encore en train de se mettre en place, mais il y aurait des liens à faire, par exemple, avec la ville ou avec d'autres partenaires municipaux pour, par exemple, de l'hébergement temporaire ou permanent si la personne souhaite aller dans votre ville. Actuellement aussi, ça peut être on est en discussion avec le Congrès ukrainien-canadien parce que c'est lui qui va être désigné pour recueillir toutes les dons, les dons matériels, les dons financiers, surtout les dons matériels et les offres de logement. Donc, vous pourrez entrer en contact avec ces partenaires-là pour leur faire part de vos besoins. Donc, si vous avez besoin de meubles ou peut-être de linge ou des choses comme ça, des vêtements, vous pourrez communiquer avec ces partenaires-là pour subvenir, pour aider les besoins d'installation. Et finalement, le bilan de santé, on va vous montrer dans la prochaine diapo, pour le bilan de santé, les personnes ressortissantes ukrainiennes avec un statut visiteur, avec AVQ, avec permis de travail, sont très fortement encouragées à aller faire un bilan de santé et de mieux-être avec les cliniques réfugiées de santé de réfugiés. Ce sont des bilans de santé qui sont actuellement faits avec les réfugiés. Il y en a dans les 14 villes d'accueil. Et ces cliniques-là vont servir exceptionnellement pour les ressortissants ukrainiens puisque l'OMS a décrété qu'il y avait une couverture vaccinale peut-être plus faible puis peut-être des instances de tuberculose dans la population. Donc, on veut s'assurer qu'ils puissent avoir un bilan de santé qui est fait. Et on sait aussi qu'il pourrait avoir du référencement qui pourrait être fait là, pour des besoins psychosociaux. Donc, le bilan de santé, c'est les organismes
à Montréal, je vais vous le présenter un petit peu plus tard, là, mais les organismes à Montréal, on réfère à la clinique, le numéro suit, là, on réfère à la clinique de santé des réfugiés. Et ceux qui sont hors Montréal, ce sont les organismes qui accueillent habituellement les réfugiés, qui ont déjà les contacts et ce sont eux qui feront les rendez-vous, qui vont prendre des rendez-vous pour les bilans de santé. À noter que pour les organismes qui accueillent les réfugiés habituellement, on ne vous demande pas de faire l'accompagnement au rendez-vous comme on vous le demande pour les réfugiés pris en charge par l'État. Est-ce que j'ai besoin de préciser aussi que les Ukrainiens ne sont pas des réfugiés, hein? Ils arrivent avec le statut visiteur, donc on essaie bien de distinguer, là, ce ne sont pas des réfugiés, ce ne sont pas les mêmes services que les réfugiés pris en charge par l'État. Je veux être claire là-dessus, vous poserez des questions si jamais ce n'est pas clair, mais voilà pour le bilan de santé. Ensuite, les services spécifiques aux Ukrainiens. Ici, on a d'abord la RAMQ. Comme on disait, ils sont tous admissibles à l'assurance maladie et à l'assurance médicaments. Vous avez ici les numéros pour l'inscription à la RAMQ. Ce sont des numéros spécifiquement pour les Ukrainiens. Donc, c'est une ligne spécifique. Oui, c'est écrit petit, on va vous les communiquer. Le M3S a fait 2 dépliants qui sont traduits en ukrainien, en français, en russe et en anglais. Ils sont disponibles en ce moment ici, à cette adresse-là ici, sur le CERDA. CERDA, ressortissant ukrainien, vous pourrez trouver l'information sur la RAMQ ainsi que ces numéros ici pour la ligne directe. Donc, on vous demande, par exemple, pour la ligne directe, de l'utiliser seulement pour les ressortissants ukrainiens. Ce n'est pas à utiliser pour les autres personnes immigrantes. Bilan de santé, comme on disait, là, en attendant la carte RAMQ, les Ukrainiens pourront bénéficier d'une évaluation du bien-être et de l'état de santé physique offerte dans les cliniques de santé de réfugiés. Cette évaluation est fortement recommandée. Pour la prise de rendez-vous à Montréal, on communique avec la clinique de santé des réfugiés et le numéro de téléphone est ici. Et il est aussi indiqué sur le feuillet mis en ligne là, sur le site du CERDA. Pour la prise de rendez-vous hors Montréal, les organismes d'accueil des réfugiés pris en charge par l'État pourront prendre le rendez-vous auprès de la clinique de santé des réfugiés. Mais, comme on disait, ils ne sont pas tenus de faire l'accompagnement comme ils le font avec les réfugiés pris en charge par l'État. Donc, je vous ai mis le lien ici. Vous pouvez aller voir pour ce qui est des bilans de santé. Il y a 4 feuilles, 4 pages là, sur les dépliants qui sont là. C'est des dépliants qui vont être remis aussi à l'aéroport. Donc, la RAMQ et le bilan de santé vont être remis dans la trousse d'informations à l'aéroport aux personnes. Donc, elles vont être au courant et vous pourrez aussi avoir ces numéros de téléphone-là là, pour la prise de rendez-vous et la demande de la RAMQ. Pour l'aide financière de dernier recours, c'est la même chose. Il est possible de faire une demande d'aide financière de dernier recours en ligne. Donc, pour identifier les personnes ukrainiennes, le formulaire a été modifié en ligne et il y a une question, je ne connais pas le libellé exact, là, mais c'est comme une question, avez-vous un AVQ ou êtes-vous ukrainien ou ressortissant ukrainien avec un visa de... Une question comme ça, et puis le formulaire qui est interactif se modifie, puis ça indique, là, ça prend en note que la personne est ressortissante ukrainienne. De ce que Colombe me disait aussi, il y avait les instructions qui étaient en ukrainien, pas le formulaire, mais les instructions sont en ukrainien pour ceux qui veulent faire la demande en ligne. Donc, on disait la demande d'aide financière, les personnes avec un statut de visiteur, avec la VQ, avec le permis de travail, sont admissibles à l'aide financière de dernier recours. Maintenant, pour ce qui est du rôle des AI, des agents d'aide à l'intégration dans le cadre des services Accompagnement Québec, au kiosque à l'aéroport, ils vont être aussi à côté avec le CSAI et ils vont prendre les noms et coordonnées des ressortissants ukrainiens, et ils vont constituer une liste de rappel. Les organismes vont offrir tout ce qui est de soutien de première démarche d'installation. Et pour les services Accompagnement Québec, un message va être transmis aux ressortissants, un message courriel automatisé va être envoyé aux ressortissants ukrainiens 3 à 4 semaines après leur arrivée, donc à partir de la liste. Et ça va les inviter à s'inscrire au service Accompagnement Québec. Les organismes vont pouvoir soutenir les personnes pour l'inscription dans Arriva et les agents d'aide à l'intégration vont offrir un suivi pour évaluer les besoins dans les prochaines étapes de leur intégration dans le cadre d'Accompagnement Québec. Donc, les organismes font le soutien pour les premières démarches. 3 à 4 semaines après l'arrivée, les AI vont venir faire un suivi pour évaluer les besoins, surtout en termes des prochaines étapes là, qui vont suivre.
Vous avez ici les lignes téléphoniques. Donc, le gouvernement du Québec a créé une ligne téléphonique exprès pour les Ukrainiens et Ukrainiennes, les questions qui sont relatives là, aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes. Vous avez les numéros ici. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez diriger les personnes qui voudraient avoir d'autres réponses à ces numéros-là. Donc, voilà, en bref, la présentation. Donc, merci beaucoup, Anne-Marie. C'était un survol, hein. Là, on va rentrer dans les détails. Je sais qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. On a commencé à y répondre un petit peu dans le chat. Je vais demander à Roselyne peut-être de prendre certaines questions non répondues. Et après, on va passer aux mains levées. Oui, parfait. Alors, il y avait 2 questions qui portaient sur la RAMQ. Alors, qu'en est-il des dépendants n'ayant pas la nationalité ukrainienne? La dérogation porte surtout sur les personnes ayant la nationalité, porte sur les ressortissants ukrainiens, là, parce que de ce qu'on a compris ce matin, il y avait déjà plus de 160 personnes qui s'étaient inscrites et tous s'étaient basés sur le passeport ukrainien et le collant, là, le visa qui autorise le voyage. Donc, pour les autres, je n'ai pas d'informations pour l'instant. Il me semble que s'ils sont venus avec un AVQ, ils devraient être admissibles aussi. Là. Ouais. Oui, c'est aussi ma compréhension que s'ils ont l'AVQ, même s'ils ne sont pas de nationalité ukrainienne, mais qu'ils étaient des résidents ukrainiens au moment du conflit, pourraient être admissibles. Mais on verra, oui, dans les prochains. Ça sera à confirmer. Parfait. Puis, il y avait une question par rapport au délai. Est-ce qu'il va y avoir un délai de 3 mois avant d'accéder à la RAMQ? Il ne devrait pas avoir de délai. Pas de délai de carence, non. Les délais pour la réception là, de la carte de la RAMQ devrait être quand même assez rapide de ce qu'on comprend là, à l'intérieur de 10 à 15 jours. Il y avait une question par rapport aux organismes avec qui on peut entrer en contact pour les dons de vêtements et la disponibilité de logements. Ce serait pour l'instant, ce serait le Congrès ukrainien-canadien, la division du Québec. Je n'ai peut-être pas bien dit leur appellation complète. Ce sont eux, pour l'instant, avec qui nous discutons. C'est eux qui canalisent là, tous les efforts citoyens, là, les dons. Donc, eux, ils ont des formulaires. Les gens peuvent compléter ces formulaires-là et expliquer qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, il y aurait possibilité de communiquer là, avec ce centre, avec cet organisme-là pour faire si vous aviez des besoins pour des familles ukrainiennes, par exemple. J'ai vu, justement, les personnes du Congrès sont présents aussi là, dans la session. Je ne sais pas s'ils veulent dire un tout petit mot sur l'aspect dons et logement. Je ne sais pas si Michael est là ou qui est quelqu'un du Congrès ukrainien. Bon. En tous les cas, quelqu'un a mis le site web dans le chat. Vous trouverez le site web du Congrès ukrainien Québec. Alors, on continue les questions. Parfait. Je vais avec 2 autres questions dans le chat et après, on va alterner avec les questions au micro. Donc, une autre question, les références pour la clinique de santé des réfugiés. Oui, je vais vous le mettre. Je regardais justement dans le chat s'il y avait quelqu'un qui l'avait mis. Sinon, je vais vous mettre tout de suite le lien là, pour. Je vais vous mettre dans le chat le lien pour les infographies là, du CERDA où vous pourrez trouver les informations. Mais je vous rappelle que pour Montréal, c'est le numéro qui est indiqué. Puis si c'est à l'extérieur de Montréal, ce sont les organismes d'accueil RPCE qui vont faire le lien avec les cliniques des réfugiés, de santé des réfugiés. Parfait. Donc, on va prendre la question de Nasrine. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, c'est Nasrine de la Maison internationale de la Rive-Sud. Moi, c'était une question par rapport à des personnes qui sont arrivées déjà avant le procès de AVQ, c'est-à-dire que nous, on a reçu déjà, on a un rendez-vous cet après-midi, puis on a déjà reçu une autre famille, un couple hier qui avait un visa de visiteur depuis 2018.
là, ils sont arrivés directement chez nous. Ils n'ont pas encore le permis de travail. C'est-à-dire qu'on doit les référer à des organismes désignés ou on continue notre démarche d'installation avec ces gens-là. C'est sûr qu'ils ne sont pas admissibles là, dans le CERIGES. Ils ont un permis de visiteur, donc vous ne pourrez pas les rentrer dans votre CERIGES. On préfère, quand c'est des statuts de visiteurs comme ça, de les référer aux organismes qui ont été désignés. Ce serait plutôt ça le processus à suivre, donc les référer soit vers l'Hirondelle ou le CACI, dépendamment où ils en sont si vous avez déjà fait la plupart des démarches avec eux, ben, peut-être que c'est moins pertinent, là, mais si les démarches viennent de commencer ou viennent juste d'arriver, ce serait plus pertinent de les référer en effet vers le CACI l'Hirondelle. En fait, ces gens-là sont hébergés chez leurs proches ici sur la rive sud. Alors, déjà, d'aller de l'autre côté, ça va être compliqué aussi un petit peu. Oui, c'est vrai. Nasrine, dès qu'ils ont leur permis de travail, là, qui doit durer peut-être 2-3 semaines, ils seront admissibles au PACI. OK, parfait. Parce qu'on a déjà entamé la démarche pour le permis de travail aussi. Oui, c'est ça. Donc, tu pourras les rentrer et puis ça réglera ton problème. Ouais. D'accord, merci. Parfait. Lynn Chaloux, vous pouvez prendre parole. Oui, on nous avait dit que lorsqu'ils arrivaient par Toronto, il y aurait des permis de travail ouverts sur l'Ontario. Est-ce qu'il y a une procédure qui va être faite s'ils arrivent avec ce type de permis-là ou y a-t-il quelque chose qui pourrait accélérer le transfert en permis de travail ouvert au Québec? Pas d'informations effectivement, c'est ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a écrit le nom de la province sur le permis de travail. Mais le permis de travail est valable dans toutes les provinces. Ça ne veut pas dire qu'ils ont juste le droit de travailler en Ontario. Par contre, c'est peut-être si la RAMQ voit un permis de travail écrit Ontario dessus, ils risquent de flipper un peu. Donc, ça, il va falloir s'assurer. Là. Je ne pense pas que ce soit possible de changer un permis de travail Ontario hein, où c'est juste écrit le nom de la province sur le permis de travail quand il est émis à l'aéroport. Ouais. Donc, il serait valide ici. Oui, mais c'est juste par rapport à l'accès aux services. Il y a peut-être certaines institutions qui vont être un peu stressées là s'ils voient le nom Ontario là, sur le permis de travail. Mais est-ce qu'on pourrait avoir comme une dérogation là aussi pour être en mesure d'expliquer aux partenaires que c'est valide ici? Là? Ben, si vous voyez qu'il y a un refus, là, tu contactes le MIFI ou tu nous contactes et puis on va faire des suivis, là, on va s'assurer qu'ils comprennent bien là, mais ça ne devrait pas être un obstacle. Là. OK. C'est ça, puis on a compris aussi là, dernièrement, là, dans les derniers jours, qu'il y aurait probablement des codes spécifiques là, sur les documents avec lesquels les gens vont arriver, qui vont permettre là, à l'ensemble des ministères davantage de reconnaître les documents pour l'admissibilité au service. Puis il y a des rencontres régulières entre les différents ministères pour justement là, que les ministères soient informe tout le monde des mesures spéciales qui sont mises en place et s'assurer d'une facilité d'admissibilité pour les mesures qui sont mises en place. Puis ce code distinctif-là, qu'on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, va aider justement à rendre l'admissibilité plus facile. Parfait. Je vais prendre quelques questions dans le chat. Plusieurs personnes se demandaient par rapport au PowerPoint. Je pense qu'il avait été dit qu'il fallait finir de valider le contenu, puis par la suite, il serait partagé à tout le monde. Oui, voilà. C'est ça. Donc, pas pour aujourd'hui. Parfait. Est-ce que des interprètes sont prévus pour que nous puissions accompagner les ressortissants? Pour l'instant, non. Il n'y a pas d'interprètes qui sont prévus pour les ressortissants. Les Ukrainiens qui sont arrivés avant le 1er avril, au mois de mars, comme visiteurs, sont-ils aussi admissibles à la RAMQ, à l'aide sociale de dernier recours? Oui, ce sont les visiteurs avec ou sans AVQ peuvent accéder au service.
Et est-ce que les gens vont avoir un NAS, un numéro d'assurance sociale? Oui, il va falloir faire la demande pour un NAS pour ceux qui vont avoir un permis de travail, évidemment. Peut-on avoir les numéros du Congrès ukrainien de la division du Québec? Je pense que ça a été ajouté plus loin Le dans site le web chat. est dans le... Ah oui, parfait. est C'est dans le chat. ouais. Oui, voilà, j'y étais pas rendue. Super. Parfait. On va prendre la question d'Agnès. Vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. Alors, j'ai quelques questions. Premièrement, concernant les permis de travail. Si le permis de travail, dans la demande d'AVQ, dans la demande de visa avec l'AVQ, il y a une place où on peut cocher pour dire que la personne demande un permis de travail ouvert. Alors, si ça a été coché, est-ce que la personne peut s'attendre à recevoir son permis de travail à son arrivée à l'aéroport ou il faut attendre après l'arrivée qu'elle va le recevoir éventuellement ici? Bien, comme vous savez, il n'y a pas personne qui est arrivé encore avec la VQ, donc ça va être à voir, mais de ce qu'on a compris de l'information qui nous a été dit, c'est que ça va être remis directement à l'arrivée, le permis de travail va être remis directement à l'arrivée. Et à vérifier aussi, mais on nous a informé qu'il serait peut-être possible aussi pour ceux qui n'ont pas coché cette case-là de faire la demande sur place d'un permis de travail qui pourrait aussi être émis sur place le jour même. Directement à l'arrivée à l'aéroport. Directement à l'arrivée. Tout ça sera sûrement confirmé sur le terrain dans les prochains jours. Okay, peut-être en complément de réponse, la semaine dernière, on avait fait avec une avocate ukrainienne qui nous avait eu quelques cas qui sont arrivés avec des permis de visiteurs il y a une semaine ou 2 semaines et on leur a remis un permis de travail quand ils sont arrivés à l'aéroport. Donc, apparemment, c'est une pratique. Déjà, même les personnes qui n'ont pas fait de demande de permis de travail peuvent obtenir un permis de travail, mais il faut le demander. Il faut dire au gars de l'agence, nous voulons un permis de travail. C'est important. Ouais. Si la personne réussit à faire l'examen médical par un médecin accrédité IRCC à l'étranger avant d'arriver, en même temps qu'elle fait ses biométriques, par exemple, à l'étranger, est-ce qu'elle pourrait se voir attribuer un permis de travail sans les conditions qui interdisent de travailler dans un établissement de santé et tout ça? Je note votre question. Pour ça, c'est peut-être un petit peu trop précis. Là, on parlait justement ce matin là, de ces obligations-là. Selon notre compréhension, ça serait très difficile de le faire avant de partir. Peut-être certains ont été capables, mais sinon, ce serait dans les 90 jours suivant l'arrivée qui pourraient. OK, parce que si la personne reçoit un permis de travail à l'arrivée, mais n'a pas son examen médical, elle pourrait avoir l'option de faire l'examen dans les 90 jours suivant l'arrivée pour éviter la condition sur son permis de travail. Exactement. OK. Je me prends une note. La prochaine question concerne les vaccins contre la COVID-19. Alors, si l'individu n'est pas vacciné ou pas adéquatement vacciné selon l'appellation, s'il a reçu des vaccins qui sont autres que ceux qui sont reconnus ici au Canada, mais que la personne a son plan de quarantaine et un test négatif à l'arrivée, qu'est-ce qui arrive? Bien, les vaccins qui sont reconnus, c'est les vaccins qui sont reconnus par l'OMS. Donc, ce n'est pas juste les vaccins reconnus par le Canada, donc c'est reconnu par l'OMS. S'ils arrivent, premièrement, ils vont devoir compléter ArriveCan. Puis dans ArriveCan, ils doivent mettre leur plan de quarantaine. C'est là où on va voir, c'est l'agent qui va évaluer s'il considère que le plan de quarantaine est crédible ou pas. S'ils arrivent avec un plan crédible, bien, ils continuent leur chemin. S'ils prévoient aller le faire chez quelqu'un puis qu'ils vont être en isolement, c'est ça qu'ils ont inscrit dans leur ArriveCan. Donc, ils passent au kiosque, continuent leur chemin puis ils vont faire leur quarantaine. S'ils n'ont pas de plan même crédible, s'ils ne sont pas vaccinés ou qu'ils ont eu juste une dose ou... Parce que je sais qu'en Ukraine, il y a certains vaccins qui sont donnés qui ne sont pas ceux qui sont approuvés par l'OMS. Alors, si la personne a eu juste une dose, disons, d'un autre vaccin qui n'est pas approuvé, elle pourrait avoir un plan de quarantaine valide puis pouvoir... Oui, parce que même des gens qui arrivent sans aucun vaccin, l'important, c'est qu'ils fassent la quarantaine de 14 jours. C'est ça qui respecte la loi. OK, alors c'est le plan de quarantaine valide qui va primer ici. Oui, okay. Exactement. Donc, quand on arrive et qu'on n'est pas vacciné ou pas adéquatement vacciné, il faut faire une quarantaine. Si le plan est valide, on peut le faire là. Parfait.
Ma dernière question concerne le bilan de santé. On parle d'aller dans les cliniques qui accueillent les réfugiés. Moi, je suis à la TUC, c'est un petit peu loin de tout. Et personnellement, mon mari et moi, on a déjà par le passé adopté des enfants qui venaient de l'Ukraine. Alors, pour mes enfants qui venaient d'Ukraine, il y avait accès à la RAMQ très rapidement à leur arrivée parce qu'ils y arrivaient comme citoyens canadiens. Et on pouvait prendre un rendez-vous simplement au CLSC pour faire le test de tuberculose. Est-ce que ça va être accessible pour les ressortissants ukrainiens qui vont arriver? Parce qu'on s'entend que dans le bilan de santé, une des choses qui est primordiale de vérifier est en lien avec la tuberculose. Là. Et la couverture vaccinale. Mais écoutez, on note votre question. On pourra la référer là, à nos collègues du M3S. Donc, pour les régions qui ne sont pas desservies par les cliniques de santé des réfugiés, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à prévoir? On note, puis on vous reviendra avec ça. C'est excellent. Merci beaucoup. Ça fait le tour de mes questions. Merci. Merci. Parfait. Puis il y avait d'ailleurs une question dans le chat qui concernait la même question. Une autre question du chat. Les ressortissants ukrainiens sans permis de travail devraient-ils rester à Québec et à Montréal pour recevoir les services des organismes désignés? C'est une bonne question. J'avais hâte que vous la posiez parce que j'ai oublié de le dire pendant la présentation. Si les personnes arrivent à l'aéroport, puis on va prendre l'exemple qui se dirigent vers Trois-Rivières, par exemple, parce qu'ils ont de la famille qui est là-bas, c'est sûr qu'on va les encourager à se diriger vers là, puis on sait qu'on n'a pas d'organisme désigné. S'ils arrivent comme visiteurs, puis on sait qu'on n'a pas d'organisme désigné à Trois-Rivières, on vous demande de donner quand même les services, puis c'est préférable qu'ils aillent rejoindre des proches ou qu'ils aillent suivre leur plan où ils veulent s'installer. Donc, on va, j'ai juste le mot en anglais, le monitorer. On va suivre la situation pour voir où, s'il y en a qui s'installent à plusieurs familles qui vont s'installer au même endroit, on pourra faire peut-être d'autres ententes avec d'autres organismes désignés pour donner des services à des visiteurs. Sinon, comme M. Rachel disait tout à l'heure, vous pouvez les inscrire sur peut-être un tableau Excel à part, faire les demandes de permis de travail avec eux et ensuite, vous pourriez les mettre dans votre édition de compte pour du volet 1 ou volet 2. Donc, si oui, en effet, les personnes s'installent à l'extérieur, qui viennent rejoindre la famille, on ne les forcera pas à rester à Québec ou Montréal. On va favoriser l'installation auprès des proches. Parfait. Puis, il y avait une question qui concernait les enfants en bas âge qui auraient besoin de services de garderie. Est-ce qu'ils vont avoir droit aux subventions accordées par le ministère de la Famille pour couvrir les dépenses pour les garderies non subventionnées? Ils vont avoir droit, ceux avec le permis de travail ouvert, comme les demandeurs d'asile, ils vont avoir droit au crédit d'impôt pour frais de garde et ce ne sera pas avec un remboursement anticipé. C'est seulement le remboursement sur une base annuelle. Parfait. Martine Groux, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu, le service L'Ancre. J'avais la même question là, pour le bilan de santé. Si on n'a pas de clinique pour réfugiés, là, à quel endroit qu'on peut diriger les personnes pour le bilan de santé? Puis, une autre question aussi par rapport au Congrès des Ukrainiens canadiens, s'ils desservaient là, les villes en région aussi. Je peux laisser, je sais que vous aviez dit que le Congrès ukrainien était peut-être parmi nous en ce moment. Je ne pense pas qu'on parle de desservir, je pense qu'il y a plutôt un lien, c'est-à-dire qu'eux peuvent vous recevoir des dons d'un peu partout, puis peut-être vous référer à des personnes qui auraient fait des offres de logement qui seraient dans votre secteur. Mais après ça, de voir s'ils desservent partout. Je vais leur laisser peut-être la parole s'ils sont là et qu'ils veulent intervenir là, sur cette question-là. Ouais, j'ai pas l'impression. Hein. Non. Tout à l'heure, j'ai lancé un appel. Il voulait être là, mais on va vous revenir. Hein. Tout ça, c'est les points qui restent à être attachés, là. Justement, toute la gestion des dons, que ce soit matériel, financière ou logement, vous allez avoir de l'information là qui va suivre. Ouais. On va voir comment on peut organiser avec l'aide des partenaires municipaux, avec des organismes, puis ceux qui reçoivent des dons, pour faciliter donc, l'accès aux dons qui sont donnés, puis les offres de logement là, par les citoyens. Donc, c'est comme tu dis, Stéphane, c'est aussi à organiser là, dans les prochaines semaines.
Il y a Mélanie Gagnon dans le chat, qui est dans la salle, en fait, qui pourrait intervenir pour le bilan santé. Oh, merci, Mélanie. Allô? J'ai pas ma caméra, je suis désolée, je suis sur un cellulaire, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais je peux juste peut-être donner certaines informations pour le bilan de santé. Faut juste, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais ce n'est pas la même chose que l'examen médical d'immigration, d'une part. Le bilan de santé va quand même beaucoup plus loin, a un volet aussi psychosocial. Donc, juste cette distinction-là. Peut-être aussi, là, vous ne l'avez pas abordé, puis je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais peut-être aussi savoir que ce n'est pas tant l'examen médical d'immigration qui est demandé aux personnes, aux ressortissants ukrainiennes, c'est vraiment ce qu'on appelle le test diagnostic médical. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes diagnostics ou les mêmes tests qui sont passés. Puis pour les personnes là, qui se questionnent, qui ne sont pas dans les régions là, où les équipes de santé réfugiés, c'est sûr que quand vous êtes proche, puis là, ben, le nombre de kilomètres est à vous de déterminer avec les familles, j'imagine, et les personnes, qu'est-ce qui est faisable, mais on demande en fait de référer à une des cliniques de santé des réfugiés. Quand vous êtes vraiment à l'extérieur, là, je sais qu'il y a des régions qui sont vraiment très, très éloignées. Il n'y a pas encore là, il n'y a rien qui a été statué là, si les gens ne peuvent pas se déplacer. À ce moment-là, qu'est-ce qui est possible? Là, il y avait quelqu'un qui posait la question là, sur le test de tuberculose. J'imagine que oui, vous pouvez toujours aller dans vos CLSC de quartier ou dans votre CIS et votre CIUS de la région pour certains tests. Voilà. Juste préciser, Mélanie travaille au ministère de la Santé et des Services sociaux. En fait, je travaille au CERDA, au Centre d'expertise sur le bien-être, qui relève quand même du ministère de la Santé, mais le CERDA, oui. Merci, aussi, Stéphane. Merci beaucoup, Mélanie. Juste vous informer, il y a Maître Dzera qui est dans le chat également, qui répond à des questions spécifiques sur des cas d'immigration. Donc, gardez un œil également sur le chat. Je laisse la parole à Roselyne. Oui, Leonardo Châtel, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir pour les ressortissants ukrainiens qui sont arrivés au Canada et qui ont fait la demande d'asile. Donc, quelles seraient en fait les démarches à faire par la suite? Pour l'instant, pour ceux qui ont fait la demande d'asile, ils ont les mêmes services qu'un demandeur d'asile. Donc, ils n'ont pas les services qui sont offerts pour les visiteurs ukrainiens qui ont la VQ ou qui ont le permis de travail. Ils ont les services d'un demandeur d'asile. Pour la suite des choses, vous avez dit qu'on avait des avocats en immigration qui étaient présents. Je pense que je les inviterais peut-être à compléter la question, la réponse là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont des pistes de réponse là, pour les ressortissants ukrainiens qui auraient fait une demande d'asile. Est-ce que Laurence, tu peux dire un petit mot là-dessus? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, Laurence Trempe, je suis sur le CA de l'Acadie, l'Association des avocats en immigration du Québec. Malheureusement, ma spécialité à moi n'est pas les demandes d'asile, donc je vais peut-être déférer, mais je voulais quand même clarifier des petits points dans les questions que j'ai entendues en droit de l'immigration. Je pense que ça sera intéressant et pour la compréhension de tous. Un permis de travail ouvert, par définition, juste préciser que c'est ouvert, donc ce n'est pas limité à une province. Donc, pour les gens qui s'interrogeaient, pour les gens qui arrivent de l'Ontario, qui vont se rendre au Québec ensuite, donc je voulais quand même préciser que c'est ouvert à ce niveau-là. Que nous, ce qu'on a vécu comme expérience, c'est que souvent, ils sont émis au port d'entrée. Donc, les statuts vont être émis, les gens vont pouvoir partir de l'aéroport, des fois avec leur permis de travail ouvert en main ou le permis d'études ou une fiche de visiteur pour une durée assez large, là, avec une durée assez longue. Et donc, pour ceux qui avaient besoin pour la question, qui veulent travailler en santé, c'était bien soulevé. Là, il faut faire effectivement un examen médical auprès d'un médecin désigné par Immigration Canada. Et s'ils n'ont pas eu la chance, bien entendu, de faire cela de l'Europe, sachez que c'est possible. Il y a beaucoup de médecins désignés pour Immigration Canada qui sont basés au Québec ou dans toutes les provinces. Ils peuvent faire leur médical et après, en ligne, demander un nouveau permis de travail ouvert qui va enlever la restriction médicale qu'ils vont recevoir par la poste dans les mois suivants. Ce n'est pas toujours très rapide, mais ça se fait.
Fait que je voulais quand même le mentionner pour cette question-là, là, qui était très pertinente. J'ai une autre consoeur, je pense, là, qui est aussi là. Peut-être qu'elle est peut-être plus en mesure de répondre pour la question des demandes d'asile qui vont se faire de l'intérieur du Canada. Oui, je crois que ce serait Maître Dzera si vous voulez prendre la Oui, parole. bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Oui, très bien. Bonjour, Oui, Natalia. donc pour l'instant, c'est ce qu'on suggère, c'est vraiment ne pas loger des demandes d'asile pour les Ukrainiens. C'est la position officielle de l'Acadie. De tous mes collègues partout dans les provinces, on déconseille pour l'instant de loger les demandes d'asile pour les Ukrainiens. Bien entendu, si jamais la situation change, on va changer aussi la position. Mais à moins qu'il s'agisse de cas très spécifiques, très précis, où la personne possède une spécificité, je veux dire, c'est pas juste avoir peur de la guerre et des bombes, c'est vraiment, pour être reconnu comme réfugié, il faut que le risque soit personnel à l'individu. Donc, si jamais on voit quelque chose de spécifique, de très personnel, il faudra envoyer pour une consultation juridique. Au Québec, je pense que la meilleure façon, c'est la clinique Pro Bono, Justice Pro Bono, ou un membre de l'Acadie qui est spécialisé. Donc, ça complète ma réponse. Merci beaucoup pour cette information. Et je rappelle aussi qu'en termes de services, les demandeurs d'asile ont beaucoup moins accès aux services que les visiteurs et les ressortissants ukrainiens avec visiteurs, permis de visiteur et vécu. Donc, c'est pour ça surtout au niveau là, des services gouvernementaux qui sont disponibles, c'est vraiment pas favorable pour les demandeurs d'asile. Excusez-moi, juste pour compléter au niveau de la question, donc du coup, qu'est-ce qui est plus judicieux de faire si, dans le cas où la personne a déjà fait la demande d'asile, est-ce qu'on le laisse comme ça en stand-by? Parce que je sais qu'il y a des démarches pour faire un retrait de demande d'asile, donc c'est mieux de laisser la situation comme ça et voir s'il y a des nouvelles du nouveau par rapport à ça. Moi aussi, j'ai récemment eu une consultation à cet effet. Donc, moi, je compte faire la chose suivante, poser la question à l'Immigration Canada. Quel mode de suivi est-ce qu'ils préfèrent? Qu'on retire les demandes d'asile? Est-ce qu'ils vont émettre le permis de travail pour ces gens-là? C'est ça la question principale. S'ils nous promettent qu'ils vont transférer le statut, qu'ils vont les donner les permis de travail ouverts, remettre les passeports dans les mains des gens, à ce moment-ci, on va donner ce conseil-là. Mais je pense que c'est une question très importante que je compte à poser à l'Immigration fédérale par le biais de l'Acadie. On va le faire. Bon, nous, du côté de la TCRI, on va faire un suivi très serré là-dessus et vous informer aussi dès que Natalia aura reçu une réponse. Ouais. Parfait. On poursuit avec les questions, Stéphane? J'en avais dans la section clavardage qui portait sur les AAI. Donc, des gens qui demandent à mieux connaître le rôle et surtout la référence vers les organismes qui vont faire. Ça va être quoi les organismes? Est-ce qu'il va y avoir une liste? Est-ce qu'ils font partie du MIFI? Comme on expliquait, la première ligne, ça va être vraiment pour les premières démarches. Ce sont nos organismes partenaires PACI qui vont offrir les premières démarches d'installation. Pour les gens qui ont un statut de visiteur, on a parlé de nos organismes désignés. Pour les gens qui ont des permis de travail ouverts, ce sont tous les organismes qui seraient disponibles, qui seraient proches pour offrir les premières démarches d'installation. Le rôle des AI, c'est vraiment, ils vont faire un rappel 3-4 semaines après l'arrivée pour offrir le service Accompagnement Québec. Et lors de cette rencontre-là avec l'AI va faire un suivi, savoir vous en êtes rendu où, comment ça se passe, vous êtes au Québec, comment ça va après 3-4 semaines. Et là, ils vont faire le référencement soit pour la reconnaissance des diplômes ou des compétences, ils vont faire des référencements vers les agents d'aide à l'emploi, du MTES. Donc, ça va être surtout ça, puisqu'on sait que les premières démarches vont déjà avoir été prises en charge là, par les organismes d'accueil. Donc, c'est vraiment, ils viendraient après et ils vont faire le même référencement que ce qu'ils font habituellement là, dans le cadre, dépendamment du statut de la personne. Là, si c'est des personnes, ça va être pour des personnes visiteurs, par exemple, ça va être l'organisme désigné.
si la personne a un permis de travail ouvert, ben, ils feront les référencements appropriés là, pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Okay, merci. Il y avait une question par rapport à l'admissibilité à l'allocation familiale et l'accès à la francisation que les Ukrainiens auraient. L'allocation familiale, Colombe, si je me souviens bien, c'est non, hein? Non, pas d'accès à l'allocation familiale, non. Cependant, oui, à la francisation, à temps partiel et à temps complet, avec allocation, allocation de participation. Peut-être pour les visiteurs, ça serait plus l'allocation de mémoire, là, ça sera confirmé, mais de mémoire, c'est l'allocation pour les frais de garde et frais de transport. Ah oui, c'est vrai. Pour les visiteurs. Et pour ceux qui ont le permis de travail, ça serait l'allocation de 200 $ par semaine. Et Aziza, vous pouvez prendre la parole. Bonjour tout le monde, Aziza Anichem, conseillère en intégration à l'accueil des migrants de l'Est de Montréal. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de services pour lesquels les ressortissants ukrainiens ils auront droit, mais pour l'admissibilité, pour plutôt les démarches, est-ce que ça va être lié toujours à l'obtention des permis de travail? Ou bien la personne automatiquement, je parle par exemple des Ukrainiens qui étaient déjà avec un statut de visiteur, ils pourront avoir accès à ces services. Je sais par exemple, le numéro d'assurance sociale il est lié au permis de travail. Est-ce que il y a une flexibilité, une certaine... c'est-à-dire, même si on n'a pas le permis de travail, on pourra avoir la RAMQ juste avec le visa touriste ou quoi? Exactement. Donc, pour ceux qui vont avoir le permis de visiteur, qui ont un permis de visiteur, qui sont des ressortissants ukrainiens avec un permis de visiteur, ils peuvent avoir accès à la RAMQ, à l'aide financière de dernier recours et aux services dans le cadre du PACI, mais seulement des organismes désignés. Si c'est des organismes, si c'est des personnes qui sont en voie d'obtenir ou qui ont fait la demande du permis de travail, bien, là, ils pourront obtenir ces mêmes services-là, mais aussi des services d'installation de tous les organismes. J'ai entendu tout à l'heure, Madame Anne-Marie, vous avez dit que si à partir de demain, il y aura beaucoup de monde qui rentre, parce que 80 000, je ne sais pas si c'est au niveau du Québec ou au Canada. Au Canada. Je vous rassure. On ne sait jamais, par exemple, l'AEM, il reçoit des gens qui n'ont pas encore le permis de travail et on voit qu'ils quasi, ils sont débordés et les gens, ils veulent tout de suite leur permis de travail. Est-ce que les organismes, pour passer, il n'y aura pas une possibilité de les mettre sur IGS ou non? Non, si on permis de visiteur, non. On recommande vraiment de passer par les organismes désignés pour faciliter là, cette transition-là. C'est M. Rechel tantôt qui disait que si les démarches étaient en cours pour l'obtention du permis de travail, que vous avez fait les démarches avec eux pour le permis de travail, une fois qu'ils l'auront obtenu, vous pourrez les mettre dans votre CIRIGES. Mais si c'est des personnes qui sont visiteurs, qui n'ont pas de permis de travail, qu'il n'y a pas de demande de permis de travail qui ont été faits pour eux, on vous demande de les référer là, vers le CACI des Rondelles pour que, puisque eux sont désignés pour les personnes qui ont des statuts de visiteurs. Parfait, donc c'est clair pour nous. Dernière question pour les agents d'aide à l'intégration, les AAI, pour Accompagnement Québec. Est-ce que le MIFI elle a des agents qui parlent ukrainien? Est-ce qu'il va avoir des traducteurs? Oui, donc, on a fait la demande là, pour avoir, on a déjà une liste là, avec, vous savez qu'il y a un projet pilote qui se déroule actuellement pour Accompagnement Québec pour avoir ce service-là avec interprétariat. Puis on a fait la demande aussi. On a déjà une liste avec la banque d'interprètes pour que les Accompagnement Québec soient donnés avec interprète. Donc, merci beaucoup pour les réponses. Merci à vous. Juste un petit, pour le permis de travail, je rappelle que c'est gratuit, il n'y a pas de frais et c'est très rapide. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt de tous les ressortissants ukrainiens de faire rapidement qui n'ont pas le permis de travail, même si c'est des personnes âgées ou qui ne pensent pas travailler, là, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le permis de travail
qui est vraiment facile à obtenir et sans frais. Ouais. Après, on pourrait prendre la question de Juan José. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Juan José Fernandez, organisme Promis. J'ai 3 questions. Première question, concernant les études supérieures, est-ce que les Ukrainiens, quand ils arrivent ici au pays, est-ce qu'ils vont avoir la possibilité, pour ceux qui parlent français déjà ou anglais, de continuer dans les études supérieures, c'est-à-dire à l'université, au cégep? Est-ce que ça va être possible? Et aussi, la deuxième question, c'est concernant les critères de référence de CCI, concernant les organismes dans les premières démarches d'installation. C'est quoi le critère? Est-ce qu'il va y avoir un critère semblable à l'époque quand on avait fait l'opération Kosovar, que c'était en fonction des Ukrainiens, par exemple, qui vont arriver dans un quartier déterminé, donc les organismes comme la CCI, il va désigner, cet organisme va les contacter pour leur dire qu'il y a des Ukrainiens qui vont arriver dans tel quartier. Est-ce que c'est ça le critère? Sinon, si ce n'est pas ça, ça sera quel critère de référence? Et troisième question, c'est concernant le rôle de la TSRI. C'est quoi le rôle de la TSRI à partir de maintenant? On sait que Stéphane, qui est là, j'en profite, il pourrait nous en parler. C'est quoi le rôle que, politiquement à l'intérieur de tous ces programmes d'accueil pour les réfugiés ou les visiteurs ukrainiens? Et voilà, pour le moment, c'est mes 3 questions. Pour les études supérieures, je pense qu'on va pouvoir vous revenir avec ça, là. Ça me fait penser qu'on a fait faire un tableau par tous les ministères avec, c'est comme un tableau d'admissibilité, comme on a d'habitude avec tous les services gouvernementaux, puis qui serait admissible, qui ne serait pas admissible. On est en train de le vérifier, puis ça va être un outil qu'on voudrait vous partager, là, du moins les grandes lignes, là, de savoir qui est admissible, qui n'était pas admissible, à quel service. Donc ça devrait vous arriver sous peu. Là, on fait faire des validations encore par les ministères. Donc, notamment les études supérieures, on pourra vous revenir plus tard pour ça. Quoique je pense qu'il y a sur... je ne voudrais pas mettre quelqu'un sur la sellette, là, mais je pense qu'il y a notre collègue de l'éducation qui est avec nous dans la rencontre. Oui, finalement, Georges n'a pas pu être là. C'est quelqu'un d'autre. Oui. Je ne sais pas si... Quelqu'un qu'on vient de tirer dans la rencontre. C'est correct. Bonjour. Oui, mais là, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation, okay. Mais moi, j'en prends note quand même. Parfait. Donc, merci, Sarah. Vous pourrez nous transmettre une réponse à cette question, puis on pourra transmettre aux organismes. Effectivement, voilà. Merci. Pour votre deuxième question concernant les critères pour les organismes désignés, cette question-là, c'est-à-dire qu'il reste encore des cordes attachées. Là. Normalement, CSAI va faire l'évaluation des besoins, va voir l'intention d'installation de la personne, donc est-ce qu'elle a des proches, la famille, puis évaluer avec elle son plan. Ça, je parle surtout des gens qui sont en hébergement temporaire d'urgence. Ceux qui ne sont pas en hébergement temporaire d'urgence, c'est-à-dire qu'ils vont aller se loger eux-mêmes, ils vont partir avec une liste, avec un dépliant, avec le site web, puis ils peuvent aller voir l'organisme qui est le plus près de chez lui. Donc, c'est surtout, ils vont faire le référencement, surtout pour les gens qui sont en hébergement temporaire en fonction du plan d'installation que les gens ont. Et là, ça pourrait être, oui, en fonction du quartier. Donc, ça reste toujours à attacher. Puis, on reste flexible aussi. On ne l'a pas encore essayé, ça. Hein. Donc, les premières personnes ne sont pas encore arrivées. Donc, ça sera à peaufiner au besoin. Mais ce serait vraiment en fonction là, du plan d'installation des personnes. Et pour le rôle de la TSRI, je pense que M. Reschol, c'est à vous la parole. Alors, c'est clair, là, on prend le contrôle du MIFI. Alors, je blague. Non, le rôle, c'est toujours le même. On est là pour soutenir nos membres, les accompagner, s'assurer que toute cette opération fonctionne de manière fluide, transmettre la bonne information, assurer la communication entre tous les partenaires. On travaille aussi beaucoup avec le fédéral, avec nos partenaires des autres provinces aussi. Donc, on compare un petit peu qu'est-ce qui se fait là au niveau des Ukrainiens, on s'inspire. Donc, on est là pour nos membres, hein, principalement. Et bien sûr, pour les personnes, les ressortissants ukrainiens, pour qu'ils aient accès à tous les services auxquels ils ont droit. Ouais. Merci.
Parfait. Je vais céder la parole à Hayat. Vous pouvez poser votre question. Le micro. Hayat, ton micro. Oui, on ne vous entend pas. Ouais, il y a un problème de son. Alors, peut-être que juste pendant ce temps-là, je pourrais y aller avec une question du chat où quelqu'un demandait comment on va savoir que des gens sont référés vers notre ville. C'est-à-dire que, comme vous savez, ce n'est pas des gens qui vont être référés vers votre ville, soit… Ou l'organisme. Comment? C'était ville/organisme. Oui, OK, organisme, OK. Ben, comme vous savez, on repart encore de notre plan. Soit la personne passe au kiosque, la personne n'a pas besoin d'hébergement temporaire, elle se va rejoindre la famille. Donc là, c'est la personne qui va, avec son dépliant, pouvoir faire le lien puis voir l'organisme qui est le plus près de lui qui pourra l'aider dans ses démarches. Donc, vous ne pourrez pas être prévenu d'avance, c'est les gens qui vont aller vers vous. Par contre, si les gens ont besoin d'hébergement d'urgence parce qu'ils n'ont pas de plan d'installation, pendant l'hébergement temporaire, c'est le CSAI qui va veiller à les soutenir et le CSAI va faire le lien avec vous. Donc, si c'est des gens qui souhaitent aller s'installer à Trois-Rivières, ils vont faire le lien avec l'organisme de Trois-Rivières pour l'installation. Parfait. Hayat, est-ce que le problème est résolu? Je réessaie. Non. Sinon, j'invite Hayat de venir à mon disque et poser sa question. On est juste à côté. Une bonne solution. Ouais. J'ai un problème, c'est pas la première fois. Oui. On vous écoute. OK. Donc, ma question, c'est à propos d'une situation que c'est une famille qu'on a accueillie hier. C'était notre première famille. Donc, comme j'ai entendu tantôt qu'elle peut être acceptée au PACI, donc, mais ils sont venus comme visiteurs avec un visa sur leur passeport, mais il n'y a pas la date d'arrivée indiquée sur le passeport. Donc, il n'y a rien qui mentionne que la famille a passé par l'aéroport à telle date. Donc, c'était vraiment une date qui était comme déclarative. Donc, est-ce que à ce moment-là, on peut continuer à travailler avec eux? Donc, je crois que oui, c'est ce que j'ai entendu tantôt. Et est-ce qu'on peut inscrire la date telle qu'elle a été déclarée par ces personnes? Oui, on parle toujours après le permis de travail, quand ils vont recevoir leur permis de travail. C'est ce qui a été dit tantôt. Est-ce que ma question est claire? Oui, c'est clair. Je m'excuse, j'avais commencé à vous répondre, mais j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Donc, oui, vous pouvez, une fois qu'ils ont leur permis de travail, vous voulez les inscrire dans CERIGES, vous pouvez prendre la date d'entrée déclarée par la personne. J'entends pas. Ça va? Continue. Parfait. On va donner la parole à Monique Tremblay. Tiens, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dasri, vous pouvez fermer ton micro, s'il te plaît? Oui, parce qu'elle n'a pas entendu la réponse. Je lui ai prêté ma casque d'écoute. Alors, si, Marie, tu peux répéter la réponse, s'il te plaît? Je suis désolée pour… Oui, est-ce que Hayat a son casque maintenant? C'est bon? Je répète la réponse pour Hayat, oui? Donc, oui, vous pouvez inscrire dans CERIGES une fois qu'ils auront leur permis de travail la date déclarée par la personne. Parfait, merci. Monique Tremblay. Oui, bonjour. Ma question est pour Madame Dion. Qu'est-ce que le ministère a prévu pour les personnes qui vont arriver avec des expériences de stress post-traumatique, de deuil complexe, bref, avec des souffrances émotionnelles intenses? Oui, c'est une bonne question. Puis oui, on est soucieux là, de cet enjeu-là.
Pour l'instant, l'idée qui a été proposée, c'est que dans les cliniques de santé des réfugiés, c'est une évaluation en termes de santé et bien-être. Donc, les cliniques de santé sont habituées de voir, puisqu'ils s'occupent de la santé des réfugiés, sont habitués de voir ces expériences-là, ces personnes avec des expériences comme ça. Et ça va être surtout du référencement là, vers les ressources appropriées suite à l'évaluation des besoins. Je veux faire une remarque ici. Les services qui sont offerts avec beaucoup de bon sens aux réfugiés ukrainiens qui s'en viennent, qu'on va recevoir comme visiteurs ou qu'on va recevoir avec un permis de travail. Ils vont avoir accès au service de la RAMQ. Cependant, ils n'auront pas accès au PFSI et, entre autres, à l'aide psychologique qui est défrayée par le PFSI. Je ne suis pas certaine de vous suivre avec l'aide psychologique du PFSI. Je ne connais pas ce détail-là pour l'aide psychologique. Par contre, avec la RAMQ, c'est sûr que c'est les besoins, c'est les références en santé publique là, donc qu'ils pourraient avoir. C'est ça, exactement. Je vous remercie. Merci de la question. Parfait. Puis je réalise, je pense qu'on avait deux Monique Tremblay. Je vois quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Je me suis déplacée d'un ordinateur à l'autre. Voilà, c'est ça qui m'a mélangée. L'autre ordinateur n'est pas fermé encore. Voilà. OK, parfait. Alors, merci pour votre question. Je vais céder la parole à Marina. Oui. Bonjour, je m'appelle Marina Orbonenko, je travaille au Centre communautaire Petit Espoir à Laval. Donc, j'ai préparé 4 questions. Donc, première question, par rapport au numéro de téléphone qui a été assigné par le MIFI. Je connais une personne qui a appelé à ce numéro, c'est les Ukrainiens qui ne parlent ni en anglais ni en français. Ils ne peuvent pas parler avec personne parce que là, les personnes parlent ou soit en français ou soit en anglais. Donc, moi, j'aimerais savoir si le MIFI a prévu embaucher quelqu'un qui parle ukrainien, parce que c'est une ligne vraiment destinée aux Ukrainiens et destinée aux Ukrainiens. Et c'était les personnes qui ont appelé à l'extérieur du Canada, donc ils ont eu beaucoup de questions, mais ils ne pouvaient pas parler avec personne. Deuxième question, on n'a pas encore parlé par rapport au permis des études pour les personnes de 18 ans et moins. Comme c'est écrit sur le site de ce programme des Ukrainiens pour venir, je viens d'envoyer dans le chat un lien. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible d'obtenir ce permis d'études à l'aéroport immédiatement ou il faut commencer à faire toutes les démarches à l'avance? Aussi, tout d'abord, on a tous les détails par rapport aux visiteurs et aussi permis d'études et aussi quand même permis pour faire les études et travail. Mais par contre, et aussi, on va avoir prochainement le volet de parrainage. Si les personnes ont les familles ici au Canada, elles peuvent être parrainées et venir de la manière permanente. Mais quand même, j'aimerais savoir comment ça va fonctionner. Si, par exemple, les personnes peuvent venir ici immédiatement, comme par exemple les visiteurs, et ensuite, si elles ont comme la famille, elles peuvent être parrainées quand elles sont déjà dans le Canada, au Canada ou pas. Et aussi, si c'est obligatoire, être parrainé. Si, par exemple, moi, j'ai une sœur, mais présentement, je ne veux pas aborder lui parrainer, être responsable à 100% pour elle financièrement. Est-ce qu'elle peut venir ici comme par exemple le visiteur avec visa de travail? Et dernière question par rapport au site des partenaires de MIFI. Là, je regardais, nous sommes partenaires de MIFI et on a un programme PASSI. Mais là, une fois que je clique accueil des immigrants, nous ne sommes pas mentionnés, pas du tout, par rapport à l'accueil. Et même, moi, je parle ukrainien et russe, ce n'est pas mentionné la langue ukrainienne dans la région de Laval. Donc, c'est ça. Est-ce que le MIFI aimerait faire mise à jour de cette base de données des organismes dans les différentes régions? Parce que là, nous sommes là pour accueil. Et moi, je parle ukrainien, j'aimerais bien aider aux Ukrainiens. Mais si les Ukrainiens vont aller à la page de MIFI, elles ne vont pas nous voir même. Comme
la personne, il n'y a pas les organismes à Laval qui parlent ukrainien, ce qui n'est pas vrai. Merci. Pour le numéro de téléphone, la ligne téléphonique, c'est en effet anglais-français seulement. On note là, pour l'ukrainien, pour l'instant, ce n'est pas envisagé, mais on note qu'il pourrait avoir des besoins. Mais c'est offert, la ligne téléphonique directe est offerte en anglais-français pour l'instant. Pour le permis d'études, je vais peut-être laisser quelqu'un plus dans l'immigration répondre. Pour le volet parrainage, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'avancer dans le groupe ici, mais pour l'instant, moi, ce que je vous dirais, c'est c'est plutôt du regroupement familial élargi. Et pour l'instant, on n'a pas de détails sur le programme. Il est en construction autant au niveau fédéral qu'au niveau du Québec. Et je ne me sens vraiment pas outillée pour répondre si c'est mieux de venir avec un permis visiteur et ensuite faire la demande sur place. Je pense que j'attendrai de voir en quoi consiste le programme. Puis à moins que quelqu'un dans le groupe, dans tous les participants ait plus d'informations pour en répondre. Sinon, pour votre dernière question, pour les partenaires du MIFI, nous, on se base sur votre annexe A. Donc, on va s'assurer avec votre conseiller en immigration régionale de vérifier, puis on pourra faire la mise à jour de notre site, là, de savoir le centre communautaire, de mettre à jour comme quoi vous avez des locuteurs ukrainiens. Si je peux me permettre, les mises à jour ont été faites depuis 7 ans. Nous attendons après les services techniques pour la mise en ligne de toutes ces mises à jour. Mais elles sont faites. Ah, super, merci Carole. Parfait pour la question du programme de parrainage. Je ne sais pas si Natalia est encore parmi nous. Oui, je suis là, Stéphane. Tu peux dire un petit mot où est-ce que oui, ça en est? Tout à fait. On attend avec impatience des nouvelles du nouveau programme. Ce n'est pas encore confirmé, ce n'est pas encore élaboré, on ne peut pas en parler, mais c'est sûr et certain, ce ne sera pas un programme obligatoire. C'est pour ceux et celles qui veulent parrainer leurs membres de famille, puis que les membres de famille veulent rester au Canada de façon permanente et pas juste temporaire. Donc, ce sera une option pour les Ukrainiens qui veulent rester au Canada à long terme et devenir résidents permanents. Ce n'est pas du tout obligatoire. On ne connaît pas les critères, mais j'espère que le programme sort, puis ça va être clair pour tout le monde quels sont les critères du programme. Parfait, merci beaucoup. On continue. Oui, il y avait quelques questions dans la section clavardage qui portaient sur la francisation, juste de s'assurer avec un statut visiteur, les gens vont pouvoir avoir accès à la francisation. Oui, avec un statut visiteur, ils auront accès à la francisation temps complet ou temps partiel du MIFI. Parfait. Puis, une des questions qui revenait souvent, c'était par rapport à est-ce que ça donne accès, c'est francisation avec ou sans rémunération? L'allocation pour l'inscription, si les personnes sont admises, si les personnes répondent aux conditions, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur l'aide de dernier recours, ils pourraient avoir droit à l'allocation s'ils ont permis de travail. Sinon, ça devrait être seulement pour le frais de transport ou frais de garde qui pourrait être remboursé. Et non pas l'allocation rémunération, si vous voulez. Parfait. Puis quelqu'un demandait si les enfants en bas âge auraient accès seulement à l'école en français ou ils pourraient avoir accès aux écoles anglophones. Sarah, du ministère de l'Éducation. Ouais. Allô? Oui. Alors, l'information officielle donc, a été communiquée hier, je crois. Elle est sous les yeux. Voilà. Alors, ce qui a été annoncé hier, c'est que donc, tous les élèves qui vont arriver de l'Ukraine vont donc avoir une place dans les écoles du Québec, même si pour l'instant, on n'a pas encore l'information du nombre. Et quant à l'accueil dans le réseau francophone versus commission scolaire anglophone. Alors, attendez, je vais vous regarder ça. Donc, on a le mandat, en fait, d'accueillir dans les écoles francophones dans le respect de la charte de la langue française.
donc sans distinction de la langue qui sera utilisée dans le pays d'origine, donc l'Ukraine. Ce sera donc au niveau du réseau francophone. Alors ça, c'est en date c'est une déclaration donc, du ministre, M. Roberge, en date du mi-mars, je pense, quelque chose comme ça. Donc, mais je pourrais vous la transmettre à Anne-Marie de manière plus officielle. C'est correct? Oui, peut-être je pourrais compléter ce qu'on nous a dit au niveau point de vue de la loi 101. C'est sûr du fait que ce sont des travailleurs temporaires, ils ne sont pas soumis à la loi 101 tant qu'il n'y a pas une démarche de résidence permanente en route. Donc, s'ils comptent juste rester temporairement ici, l'enfant, effectivement, peut aller dans le réseau du système anglophone si les parents le souhaitent. Parfait. Puis, il y avait une question concernant l'aide de dernier recours, si ça donnerait droit au supplément pour enfants. Colombe, toi, tu as plus d'informations pour le supplément pour enfants? Ça reste à confirmer, mais je crois que oui. Donc, la demande d'aide financière va prendre en compte la composition de la famille. Donc, le supplément pour enfants devrait être inclus aussi. Mais on va vérifier puis on va vous donner des informations. On t'entend assez mal, Colombe, là, mais oui. Ouais. OK, parfait. Je vais me rapprocher de mon micro. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que oui, puisqu'on prend en compte la composition de la famille, mais à préciser, oui, pour confirmer. À suivre, ouais. Puis, en complément, il y avait des questions par rapport à l'allocation familiale, le délai de 18 mois. Quelqu'un demandait le fait que les gens auraient un permis de travail. Est-ce que c'est les mêmes délais pour accéder aux allocations familiales? Pour les visiteurs ou les personnes avec un permis de travail, il n'y aura pas d'allocation familiale. C'est ça, ma compréhension. Là. Donc, c'était quoi le délai de 18 mois? Quelqu'un disait pour les travailleurs temporaires, habituellement, ils y ont accès après 18 mois. Est-ce que ça serait donc la même règle qui s'appliquerait dans les cas où il y aurait un permis de travail? C'est à vérifier. Merci pour la question. Oui. Parfait. Je céderai la parole à Luc Gauthier. OK, bonjour. Luc Ducréceau, dans la région Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent. Donc, nous, on a du PACI, mais on ne fait pas d'accueil de réfugiés. Donc, j'avais deux questions. Là, je ne parle pas des réfugiés s'il y a de la famille, parce que je sais qu'il y a une famille là, qui tente de faire venir des gens d'Ukraine. Là, je comprends bien qu'ils vont venir ici. Mais nous, comme organisme au Créceau, est-ce que les organismes de Montréal, l'organisme qui est en charge là, à l'aéroport, est-ce qu'il va y avoir des références auprès d'organismes qui ne font pas normalement des réfugiés? J'ai un peu de misère avec la définition de désigné au début, là, parce que je sais qu'il y a 14 régions au Québec là, qui accueillent des réfugiés, mais des régions comme la mienne qui n'accueillent pas de réfugiés et qui veulent en accueillir. Moi, j'ai beaucoup de pression politique. De maire, j'ai deux regroupements de citoyens, un anglophone dans la Châteauguay-Valley et un autre francophone dans la région de Valleyfield, deux regroupements de citoyens qui sont vraiment beaucoup organisés, qui ont ramassé beaucoup de fonds et qui aussi tentent de recruter des Ukrainiens via une page Facebook que vous avez probablement vue, là, c'est Canada-Ukraine quelque chose. Donc, il y a beaucoup de familles là, qui sont actuellement recrutées sur cette page-là. Donc, moi, ma question, c'est comme organisme, là, est-ce que, de quelle façon puis-je être certain que les organismes de Montréal vont référer des personnes réfugiées ukrainiennes dans ma région?
quand est-ce vais-je le savoir, de quelle façon? Puis deuxièmement, je dois rencontrer quelques maires puis un regroupement de citoyens anglophones demain. Et je vais avoir à répondre à leurs questions. Alors, ma question, je leur réponds quoi à ces gens-là qui veulent avoir des Ukrainiens? Est-ce que je leur dis qu'on doit attendre qu'un organisme de Montréal réfère chez nous et par la suite, ou peuvent-ils être plus proactifs? C'est un peu ma question, là, parce que les gens se sont beaucoup mobilisés dans plusieurs régions du Québec. Puis moi, comme organisme référence en immigration, ça fait 3 semaines que je ne suis pas capable de leur donner des réponses parce qu'au niveau régional, mon méfi, il n'y en a pas. Donc, je leur dis quoi, ces gens-là, demain? Est-ce que je leur dis d'arrêter de faire des démarches puis d'arrêter de rêver en couleur? Je leur dis qu'il faut attendre qu'un organisme de Montréal nous en réfère dans notre région. C'est un peu la question là, que je me pose, voilà. Merci, M. Gauthier, pour la question. La première partie de la réponse, ce serait déjà de préciser que ce ne sont pas des réfugiés au sens de la catégorie d'immigration. Donc, ce ne sont pas du tout des réfugiés pris en charge par l'État et ce ne sont pas, c'est pour ça qu'ils ne vont pas dans les destinations des 14 villes désignées pour accueillir les réfugiés pris en charge par l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Ils vont arriver, comme on dit, avec un statut de visiteur ou avec un permis de travail ouvert. Ils ne sont pas destinés dans aucune ville. Ils peuvent aller s'installer où ils ont de la famille, où ils ont des proches. C'est à leur discrétion. Deuxièmement, pour le référencement, comme on expliquait, le rôle du CSAI n'est pas de référer dans des villes. Ils ne font pas de destination des gens. Ce qui s'occupe, c'est vraiment de voir si la personne, qu'est-ce qu'elle a comme besoin. Donc, est-ce que la personne connaît des gens au Québec, oui ou non? Si la personne connaît des gens au Québec et qu'elle souhaite s'installer près de ces gens-là, le CSAI va faire le référencement vers la ville, vers l'organisme dans cette ville-là. Donc, on reprend notre exemple. Si on prend votre exemple, ces gens-là arrivent et disent, nous, on connaît quelqu'un, vous êtes dans Beauharnois, vous avez dit? Valleyfield. Valleyfield. Alors, on s'en va s'installer à Valleyfield. Donc, oui, on fait le lien avec le Creusot qui est à Valleyfield. Donc, c'est juste ça ici. Il y a pas le CSAI n'est pas en charge de dire « Ah, vous allez à Valleyfield, vous allez là ». Donc, c'est vraiment où les personnes souhaitent s'installer. S'il y a des personnes qui ne savent pas où s'installer, qui n'ont pas de proches, le CSAI peut les référer vers des organismes pour les aider. Si les gens souhaitent s'installer à l'extérieur de Montréal, qu'ils n'ont pas de proches, qui ne connaissent personne au Québec, on va les référer au Carrefour Blé. C'est le Carrefour Blé qui va s'occuper de faire le lien pour faire de la régionalisation. Donc, pour l'instant, ça, c'est vraiment advenant le cas où la personne n'a pas de lien avec personne au Québec, elle ne sait pas où s'installer et elle aimerait être à l'extérieur de Montréal. Donc, pour les organismes, est-ce que vos organismes, vous pouvez toujours leur répondre de un qu'il n'y a pas de référencement. Les gens arrivent de manière individuelle. Ils peuvent aller s'installer dans la ville de leur choix et il n'y a pas de référencement non plus qui se fait vers des destinations particulières de l'organisme d'accueil à l'aéroport. L'organisme d'accueil fait l'évaluation primaire des besoins de ceux qui ont besoin d'hébergement temporaire et remettre les informations d'accueil. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, à la première. La deuxième, est-ce que vous pouvez répondre à vos organismes pour ceux qui veulent absolument... écoutez, on ne peut pas vous dire combien vont arriver ou vont s'installer, mais si jamais il y a des démarches qui sont effectuées de leur part de ces organismes-là pour accueillir des gens, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir venir s'installer, mais on ne destine pas des gens à Valleyfield, ce n'est pas nous qui décidons où les destiner. Et puis, je rappelle aussi l'importance de souligner que ce ne sont pas des réfugiés au sens au sens de la Convention et au sens aussi ils n'ont pas les mêmes services que les réfugiés pris en charge par l'État. Est-ce que je peux intervenir, Anne-Marie? Oui, oui.
Ben, je vais juste aussi préciser qu'on a des rencontres là, avec les partenaires. Anne-Marie les a nommés dans la présentation PowerPoint. Puis je vais ajouter aussi la Ville de Montréal dans ces partenaires-là, donc l'UMQ, la FQM, la TCRI. Donc, on veut, puis les directeurs régionaux là, des autres régions là, que Montréal, parce que moi, je suis directrice régionale de Montréal, sont aussi préoccupés là, par l'accueil des ressortissants ukrainiens dans les régions. Donc, on va voir, on est en train de discuter avec l'UMQ comment on peut coordonner cet accueil-là pour les autres régions que Montréal. On sait que la majorité vont arriver à Montréal, mais aussi, on sait aussi que plusieurs ressortissants peuvent justement là, de façon individuelle, soit avec de la famille ou pas, s'installer dans les régions. Donc, on est en train de discuter pour voir comment l'UMQ pourra intervenir auprès des régions avec les municipalités là, pour assurer un accueil là, dans les autres régions. Merci pour le complément d'information. Alors, Bateau, vous pourriez prendre la parole? Oui, bonjour, Bateau Rejovic, accueil parrainage Outaouais. Alors, ici à Gatineau. Nous autres, on était approchés par le Congrès ukrainien d'Ottawa. Alors, comment on est voisins, ils pensent que nous pourrions avoir un certain nombre de personnes envoyées d'Ottawa. Alors, comment se positionner vers les initiatives comme telles, surtout quand on parle d'hébergement temporaire? Ce que vous voulez préciser, Bateau, c'est pour les Ottawa, des gens qui arriveraient à Ottawa voudraient venir s'installer à Gatineau? C'est bien ça. OK. En termes d'hébergement temporaire, comme on dit pour l'instant, ce qu'on pense, c'est vraiment l'hébergement temporaire pour ceux qui arrivent à l'aéroport, puisqu'on fait le tri des besoins à l'aéroport de Montréal. Donc, pour l'instant, il n'y aurait pas, ça serait à confirmer, mais il n'y aurait pas d'hébergement temporaire à Gatineau. Par contre, s'il y a des gens qui veulent venir s'installer à Gatineau, vous faites comme on dit, là, vous les prenez en charge, vous pouvez leur donner les services de première démarche d'installation. Si c'est des visiteurs, bien, comme on disait, vous pouvez faire la demande de permis de travail et ensuite les inscrire dans CERIGES. Vous pouvez aussi, vous l'inscrivez dans un tableau à part, puis vous pouvez le mentionner. Si vous en avez plusieurs, vous le mentionnez à votre CIR pour dire que vous recevez beaucoup de visiteurs qui veulent s'installer à Gatineau. Donc, oui, vous répondez aux besoins de ces personnes-là qui s'installent à Gatineau. Mais il n'y a pas d'hébergement temporaire là, pour l'instant à Gatineau. Et ça serait plus de l'aide à la recherche de logement à ce moment-là. Parfait. Puis j'en profite, il y avait une question dans la section clavardage, justement, par rapport à l'hébergement temporaire à l'aéroport. Combien de personnes qui pouvaient être accueillies? Est-ce que Irvine, vas-y, Colombe. OK, Irvine, c'est ça. Donc, en ce moment, il n'y a pas un nombre, là. On a. C'est ça, de capacité maximale. On répond aux besoins. Oui, on répond aux besoins. On répond aux besoins parce que là, en ce moment, on n'est pas dans des arrivées massives. C'est sûr que si toutefois c'est des avions nolisés et tout ça, là, à ce moment-là, ça va être une autre prise en charge, notamment avec l'Agence du service frontalier du Canada, puis on va collaborer avec eux. Mais pour l'instant, c'est des arrivées individuelles ou des familles. Donc, s'ils n'ont pas de famille là, ou de proches, on va les héberger là, avec les contrats qu'on a avec les hôtels là, à l'aéroport. Parfait, merci. Rivka, vous pouvez prendre la parole? Oui, bonjour tout le monde. Contente de vous voir, même si un jour, j'espère qu'on se verra en personne. Écoutez, merci à Monique Tremblay d'avoir ouvert le sujet des traumatismes, mais la semaine dernière, on m'a alerté à une situation auquel je n'avais pas pensé, et c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés déjà depuis un bon moment, qui sont bien intégrés, qui travaillent, qui vivent leur vie, mais avec ces images constantes de bombardements. Vous savez, parce qu'il y a des situations dans le monde qu'on ne voit presque pas, mais avec tout ce qu'on voit sur l'Ukraine et les bombardements et les situations, etc., il y a des personnes déjà ici depuis longtemps qui sont en train d'être retraumatisées. Les personnes qu'on n'aurait pas pensé seront aussi vulnérables. Et là, parce qu'on m'a parlé d'un cas de deux jeunes femmes qui sont arrivées au Canada de Bosnie il y a 30 ans, et là, elles vivent une situation extrême de retraumatisation.
Alors, je me dis, si ça arrive à elle, ça peut être arrivé à n'importe qui. Alors, ce n'est pas notre clientèle, tous ces gens-là, mais c'est juste pour nous alerter, comme on est tous des organismes qui sont sur le terrain depuis longtemps, et surtout que c'est avec les réfugiés de cette guerre en Bosnie que tout ce réseau des 14 destinations, etc., s'est créé, d'être peut-être à l'alerte et de penser si jamais nos anciens clients nous contactent ou si on apprend qu'il y a des gens en difficulté, de penser à eux et à elles aussi. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé immédiatement, mais il paraît que c'est un moment pour beaucoup de personnes d'une grande fragilité. C'est tout. Merci pour votre commentaire. Puis ce rappel, Rivka. Oui, bon point. Sur un autre sujet, dans le clavardage, il y avait certaines questions par rapport aux études universitaires collégiales. Est-ce que c'était des frais d'études internationaux? Est-ce que ça serait pris en charge par le gouvernement? Ça, pour les études supérieures, on n'a pas encore de précision, donc on va vous revenir par rapport à des informations sur les études supérieures. Parfait. Marion, vous pouvez prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Marion Picard, je suis là pour faire remonter les informations à la CITIM. J'avais plusieurs questions. Je suis désolée, j'ai dû quitter pour une urgence pendant 5-10 minutes, donc j'espère que ce n'est pas des questions qui ont été posées que j'ai loupées. Je voulais juste revoir si le MIFI avait revu ces informations, parce que notamment au niveau de la CITIM, on a eu les volets 1 et 2 d'intervention qui sont rajoutés l'année dernière. Puis, on ne paraît pas sur le site, les informations par rapport aux accompagnements n'apparaissent pas. Donc, je me demandais si vous aviez bien revu, c'est le CACI qui va accueillir à l'aéroport la liste des organismes, en fait, Montréal et puis même en région, que vous ayez toutes les bonnes infos des services qu'on peut proposer. Ensuite, je voulais justement savoir si on avait une liste des organismes, s'il y a des organismes qui ont donc le volet 1 et 2 de PACI à Montréal qui ont des compétences en ukrainien. Parce que moi, ce qui me pose question, c'est que je me dis, là, il va y avoir quand même la barrière de la langue à un moment qui va se poser. Nous, on est tous très motivés d'accompagner des personnes aux besoins, mais il va y avoir cette barrière-là. Et donc, par rapport à ça, je voulais savoir s'il y avait des financements qui avaient été prévus au niveau d'interprètes ou s'il fallait qu'on voit dans le réseau communautaire et dans ces cas-là, qu'on puisse avoir une liste des organismes communautaires qui ont cette compétence de l'ukrainien en fait, à l'interne pour s'arrimer en fait au niveau de ça. Je voulais savoir aussi s'il y avait comme les organismes qui vont accueillir plutôt au niveau de l'hébergement qui sont prévus, est-ce qu'ils ont les compétences pour les accompagnements de première installation ou est-ce qu'il va falloir comme qu'on s'arrime, qu'on trouve des solutions où ils auront peut-être comme justement eux des financements pour les interprètes et donc est-ce que nous en tant qu'organisme qui avons les volets 1 et 2 PACI mais pas les interprètes, on pourrait trouver une solution pour se mettre en lien pour pouvoir proposer des solutions à ce niveau-là. Et je pense que c'est tout, je vous ai bombardé. Voilà. Et comment trouver sinon des bénévoles qui seraient voilà, des bénévoles qui pourraient venir nous faire les traductions? C'est vraiment ma grosse question. Merci beaucoup. Merci pour les questions, Marion. Pour le site web, ben oui, la question a été posée tout à l'heure. Donc, le site web n'a pas été... la liste a été mise à jour, mais pas encore sur le site web. On attend quelqu'un... on va faire des pressions pour que ça soit mis à jour, mais la liste a été mise à jour, mais c'est juste, c'est pas comme je dirais, Carole, ils n'ont pas pesé sur le bouton encore mise à jour sur le site web. Donc, ça, c'est prêt, la liste est prête. Au niveau de l'interprétariat aussi, on a dit qu'il n'y avait pas de financement pour l'instant en interprétariat. Par contre, pour l'interprétariat, il y a une liste qui a été faite des organismes de Montréal par la Direction régionale de Montréal, des organismes qui avaient des intervenants qui parlaient ukrainien ou russe. Donc, cette liste-là, peut-être, on pourra voir la Direction de Montréal pour voir s'ils souhaitent vous le partager.
Et pour ce qui est de trouver des interprètes, si vous voulez des interprètes bénévoles, peut-être je vous inviterais, je ne sais pas si ça se fait, mais je pense que je vous inviterais peut-être à voir avec le Congrès ukrainien, le Canadien, avec qui nous parlions tantôt, qui serait un partenaire, là, sûrement qu'eux pourraient vous référer des bénévoles pour l'Ukrainien. Et finalement, l'hébergement temporaire, je vais vous préciser, il n'y a pas d'hébergement temporaire, il n'y a pas d'organisme qui offre l'hébergement temporaire. L'hébergement temporaire d'urgence se fait à la sortie de l'aéroport et c'est le CSAI qui va être présent pour assurer un soutien, une évaluation des besoins des personnes dans cet hébergement-là. Mais il n'y a pas d'hébergement temporaire qui sont offerts ailleurs pour l'instant. Est-ce que je peux juste ajouter pour l'information sur le site, quand même communiquer avec votre conseiller en immigration régionale pour lui l'informer des choses à corriger, là, si toutefois, là, on va vous assurer que lorsque ça va être mis en ligne, là, ça va être fait. Pour la liste aussi, là, vous pouvez communiquer avec, je pense que c'est Simon, avec Simon pour obtenir là, la liste des organismes qui parlent ukrainien ou russe. Bon, puis les autres partenaires de Montréal également, là, je vous invite à le faire. On pourra la faire circuler aussi, Irvine. Oui. Je vais te la transmettre, Stéphane. Ouais. C'est plus simple, ça va être plus simple. Ouais. Pour l'ensemble des régions aussi, on l'a pour les autres régions, pour l'ensemble des régions aussi. Ouais. Ça évitera une approbation du cabinet. Là. Parfait, ça répondait bien à vos questions. Oui. Parfait. Mamenji Alfredo. Oui, Mamenji Alfredo de l'organisme Romer, responsable de la Banque de logement. Ma question, c'est par rapport au coût du loyer. Je comprends que la clientèle qu'on va recevoir, ils vont avoir le permis de travail, mais je ne pense pas qu'ils vont trouver du travail dès le premier jour d'arrivée à Montréal. Et je pense qu'on compte avec l'aide sociale. J'aimerais savoir s'il y avait d'autres sources financières pour cette clientèle précise. Parce que de plus en plus, les coûts de loyer sont plus chers. Donc, si c'est vraiment avec l'aide sociale telle qu'elle est, ce ne sera pas évident. Donc, j'aimerais savoir s'il y avait d'autres sources de revenus pour cette clientèle-là. Merci. Merci, Mamenji. Pour répondre à votre question, pour l'instant, c'est seulement c'est l'aide sociale, c'est l'aide financière de dernier recours. Puis je pense qu'il peut y avoir le supplément, là, Colombe, corrige-moi si je me trompe, là, le supplément pour, de 100 $ pour le loyer. J'oublie le nom. Ça, d'habitude, il faut être au Québec là, pour depuis plus de 12 mois. Donc, non, pour l'instant, c'est seulement l'allocation logement n'est pas disponible pour l'instant. Ils ne sont pas éligibles. Pas à l'arrivée, non. Parfait. Radija? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Moi, je vais revenir sur ce que M. Luc Gauthier-Valleyfield avait mentionné parce que j'abonde dans le même sens. On est dans la même situation, sachant que je suis coordonnatrice de l'ANCRE. L'ANCRE est à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc à une quarantaine de minutes de Montréal. Nous aussi, à notre niveau, il y a beaucoup de choses, beaucoup de membres, beaucoup d'organismes, y compris la ville, la MRC, les entreprises, les écoles, le CLSC, qui sont mobilisés pour venir en aide aux familles, aux individus ukrainiens qui vont arriver. Au niveau des écoles, le CLSC, tout le monde est prêt à donner un coup de main, à encadrer à son niveau tout ce qui va venir dans notre région. Donc, les gens s'attendent à ce qu'on en reçoive. On n'a pas nécessairement de réponse à leur donner. Il y a même une ressource, la ville a même débloqué un budget pour une ressource à temps plein. On a même au niveau de l'interprétariat, au niveau de la francisation des Ukrainiens qui sont prêts à donner des coups de main en termes d'interprétariat. Beaucoup de familles d'ici qui veulent accueillir ces gens-là. Hier même, j'ai reçu un appel d'une famille ici dans la région
les gens, les individus rentrent en contact avec des Ukrainiens qui sont arrivés il y a quelques semaines à Toronto. Ils entament les démarches avec ces personnes-là pour les amener en région. Madame a répondu à Monsieur Gauthier en disant que qui va référer, personne ne va référer, probablement en bout de ligne, s'il y a quelque chose, le Carrefour Blé. Ben, sachant que nous, on est proches, on a déjà des choses qui s'organisent, qui se mettent en place. On n'est pas en train de vendre un speech quelconque, mais par contre, on trouve ça dommage que tout ce qui a été déployé par la communauté, par la ville, par la MRC, par les instances, les partenaires, soit déployé pour rien. Donc, c'était ça mon intervention. Est-ce que quelqu'un d'officiellement a été désigné pour dire, voilà, telle place, telle région sont déjà prêts pour accueillir? Merci. Merci, Madame Khadija. Bravo pour votre mobilisation. Ça a l'air vraiment très accueillant, puis bravo d'être prêt à accueillir. Comme on disait, pour l'instant, on ne sait pas combien on va avoir de personnes qui vont arriver au Québec. On ne sait pas non plus où ils vont s'installer. Puis, ce que je vous dirais, c'est comme les liens pourront être faits là, pour ceux qui souhaitent s'installer en région, notamment avec le Carrefour Blé qui pourra faire le lien. On pense peut-être pour le départ, c'est une hypothèse de départ, mais on pense que les premiers qui vont arriver vont être surtout des gens qui ont de la famille ici au Québec, puis c'est des gens qui vont venir les rejoindre. Donc, ça, c'est notre hypothèse de départ. Donc, ça va être à voir après ceux qui vont arriver où ils vont décider de s'installer. Mais ce qu'on peut on ne peut pas vous dire en ce moment qui va s'installer où, mais par contre, on comprend que ceux qui souhaiteraient, qui n'ont pas d'endroit précis ou ne savent pas où s'installer, le Carrefour Blé pourrait faire le lien avec des villes comme avec un organisme comme vous qui est déjà tout prêt et pourrait envoyer ces personnes-là. Donc, ça pourra être attaché notamment avec le Carrefour Blé. On pourra en discuter puis attacher ça plus précisément. On note, Mme Khadija. Merci. Si je ne me trompe pas, Stéphane, je pense qu'on s'attire à sa fin. Il nous resterait encore quelques minutes. Oui, je dirais qu'on essaye de finir au plus tard à 3 heures, à 15 heures. Ça fait quand même presque 2 heures qu'on est là et qu'on est toujours 150. Ça prouve qu'il y a un intérêt marquant là. Mais ce n'est qu'un début, hein, je le rappelle. Là, ça ne va pas être la dernière rencontre. On va documenter tout ça. Et aussi, Khadija, c'est sûr qu'on va voir les prochaines semaines, ça va se développer. Comme le mentionne Anne-Marie, on ne sait absolument pas dans quelle direction ça va aller. C'est genre 1000, 5000, 10 000 personnes qui vont arriver là en 6 mois. Donc, c'est sûr que s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent, on va mettre en place des ressources, une banque où on pourrait faire un salon. En fait, il y a plein de choses qu'on pourrait organiser là justement pour faire connaître si les gens souhaitent aller ailleurs ou des salons d'emploi ou whatever. Mais tout ça, il va falloir attendre un peu, voir comment ça se développe là. Mais je pense que le ministère aussi est très ouvert là, à mettre en place d'autres sources et qu'on l'alimente avec des idées là. Ouais. Merci Stéphane. On pourrait prendre la question de Nicoletta. La parole est à vous. Oui, merci. C'est juste qu'on vient d'avoir un appel d'une famille et qui devrait héberger une famille ukrainienne demain soir. Ils devraient venir au Canada, mais un des membres de la famille a été testé positif COVID. C'est pour ça qu'eux, ils ne peuvent pas accueillir cette famille-là et ils se posent des questions quand les personnes vont arriver à l'aéroport. C'est juste pour être sûr parce que nous, on leur a dit qu'ils vont recevoir comme de l'aide et un hébergement temporaire offert par le gouvernement. C'est vrai ça? Oui. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient où aller, mais maintenant, comme quelqu'un a été testé positif, non. Que Colombe, tu veux répondre à cette question? C'est toi l'experte en quarantaine à l'aéroport. En fait, je comprends que c'est la personne qui devait héberger qui a été testée positive. Donc, la famille ne peut plus être accueillie.
s'il n'y a pas d'autres plans pour cette famille-là, ce que je comprends, c'est qu'il y avait déjà des plans. Bon, les proches qui sont au Québec déjà n'ont pas d'autres plans alternatifs pour la famille qui devait être accueillie. À ce moment-là, oui, on pourrait offrir à l'arrivée je comprends qu'elles arrivent demain là, de l'hébergement à l'hôtel comme ce qui est prévu. Quelques jours, idéalement peut-être le temps que les proches ici trouvent une alternative pour ne pas les laisser trop longtemps à l'hôtel. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite non plus, puisque c'est une situation un peu particulière. Ouais. Merci. Allez-y. C'est où déjà? Je m'excuse. Vous êtes situé, Nicoletta? À Montréal. À Montréal? OK, parfait. Il y avait des questions dans le chat qui portaient sur quand il y a des offres d'emploi en région, ou comment les proposer, où les diffuser. Moi, je propose une réponse comme ça, là, mais les offres d'emploi en région, je passerais par les services Emploi Québec là, pour les afficher. Sur la page, il y a un courriel. C'est ça, il y a un courriel. Je vais essayer de vous le trouver, le courriel là, sur notre page québec.ca. Ukraine, il est là, le courriel. Sur la page d'accueil du québec.ca? Oui. Je vais essayer de vous le retracer. Je vais le mettre dans le chat dès que je le trouve. C'est ça, j'ai mis la page. Parfait, merci. Donc, ça sera dans le chat. C'est ça, puis cette page-là va être quand même mise à jour de façon régulière. Donc, c'est une bonne idée là, d'aller voir de temps en temps là, les informations additionnelles qui pourront y apparaître. Juste pour la bonne compréhension, ça va être une banque où qu'on peut consulter, que les Ukrainiens, par exemple, ou les organismes d'emploi peuvent consulter pour voir s'il y a des offres d'emploi, je ne sais pas moi, à Longueuil ou à Laval ou à je ne sais pas où. Non, non, pas exactement. C'est le ministère là, du Travail, Emploi et de la Solidarité sociale va recevoir les offres des employeurs et va communiquer avec les employeurs là, pour les mettre en contact avec les personnes à la recherche d'emploi. Puis on est en train de travailler justement, là, ça vient de commencer avec le MTS pour voir quel processus on peut mettre en place pour jumeler là, les employeurs et les ressortissants ukrainiens. Merci. C'est en cours. Il y avait une préoccupation à nouveau par rapport aux gens qui arriveraient, qui seraient lourdement secoués mentalement, le soutien qu'ils pourraient avoir. Et par rapport aux parents aussi, étant donné qu'il n'y aura pas nécessairement les allocations, tout ça, s'il y a des enfants avec des lourds problèmes de santé, comment ils pourraient être soutenus s'il y a des choses de prévues. Comme on dit, ils vont être admissibles à la RAMQ, donc au service public. Ils vont pouvoir avoir l'évaluation de bilan de santé. C'est pour, si je me trompe, Mélanie, si tu es toujours là, Mélanie Ducerda, si je me trompe, là, mais c'est toute la famille qui va avoir droit à l'évaluation bien-être et santé. Et s'ils n'ont pas le droit aux allocations famille, ça va reposer majoritairement sur les références, les services publics là, qui sont admissibles avec la RAMQ. Est-ce que Mélanie, je m'excuse, mais si Mélanie est toujours là du CERDA, si tu as un complément d'information. Non, elle ne semble plus, je ne la vois plus dans la liste, là. Je pense qu'elle a dû quitter. Ouais. C'est un dossier qu'on va suivre aussi, là. On va regarder aussi au niveau de qu'est-ce qui peut être fait là, en termes de ressources et de références. Ouais. Ça va être beaucoup aussi au niveau des écoles et des commissions scolaires aussi, où ça va se jouer, j'imagine. Donc là, on est en contact aussi avec le ministère de l'Éducation pour faire des suivis par rapport à ça. Oui, je peux ajouter, j'ai eu hier, je pense, une famille, des Ukrainiennes qui étaient les grands-parents avec l'enfant. Et du moment qu'ils ont accédé aux commissions scolaires, ils ont eu comme la proposition, parce que les parents de l'enfant sont restés à l'Ukraine,
Et l'enfant était dans une situation pas vraiment comme bonne. Et du moment que les grands-parents ils ont appelé aux commissions scolaires, ils ont eu comme l'offre d'un soutien psychosocial à l'école. Merci, Nicoletta. C'est une bonne nouvelle, tant mieux. Moi, du côté du clavardage, on avait pas mal répondu à tout. Il y avait peut-être une question, je ne sais pas si vous seriez en mesure de les répondre, c'était par rapport aux étudiants étrangers ukrainiens qui étaient déjà au Québec, si eux avaient droit aux services, y compris la RAMQ. Donc, Une bonne question, on va la noter. Aurais-tu une idée, toi aussi, Colombe? Ou Non, j'étais en train de réfléchir. Là. Je sais qu'ils vont pouvoir rallonger, prolonger leur séjour, mais par rapport aux services auxquels ils auraient droit, il faudra creuser un peu plus la question. Vérifier. Ouais. Oui. À suivre. Oui. Bon, ben, je pense que ça a pas mal. Luc, tu avais une autre question? C'est une ancienne, c'est une vieille main? Ah, OK. Non, c'est une erreur, excuse. Écoutez, je voulais remercier surtout Anne-Marie et Colombe, là, qui quand même, on a tenu en haleine là, pendant 2 heures. Les pauvres, elles n'ont même pas bu un verre d'eau, là. Vous êtes épuisés. Comme je disais, là, c'est qu'un début. Nous, on va documenter tout ça. On travaille étroitement ensemble aussi avec le MIFI. On va faire le suivi de toutes les questions non répondues. Et on va très rapidement la recommuniquer avec vous et sûr que la semaine prochaine, on va faire un premier bilan de voir comment ça s'enligne. Et il y a la ville de Montréal aussi, là, qui est très active aussi dans le dossier. On ne les a pas entendus là, je ne sais même pas s'ils sont là, je penserais que oui. Et aussi avec le Congrès ukrainien aussi, avec lequel on travaille étroitement ensemble. Un gros merci à tout le monde. On a battu un record, je pense, même durant la pandémie. Là, on ne s'est jamais rendu à 162 pour une réunion de travail. Et ça n'a pas été le chaos, là, c'est bien. Merci à Jean-François et Roselyne là, qui ont bien géré la circulation. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde aussi pour votre attention. Et au revoir. Merci Bye. beaucoup. Bye. Bonne journée. Au revoir. Merci.